entendre parler de l'espérance de vie plus longue des femmes. Et dans le domaine, on appelle ça le Gender Survival Paradox. Pourquoi? Eh bien parce que oui, les femmes vivent plus longtemps, mais il s'avère que dans toutes les études, on montre aussi que les hommes sont en meilleure santé que les femmes. C'est moins su que l'avantage d'espérance de vie, et ça fait poser beaucoup de questions, notamment ça fait appeler ce phénomène un paradoxe, terme qu'on va peut-être revoir un petit peu. Donc ici, je vous ai mis un graphique d'un indicateur dont je m'occupe particulièrement, qui s'appelle l'espérance de vie sans incapacité ou en bonne santé. Vous avez ici l'espérance de vie des hommes, qui est d'à peu près de 19 ans, qui est représentée par ces 3 barres, qui divisent l'espérance de vie en années sans incapacité et en années avec incapacité. L'incapacité, ce sont les conséquences des maladies sur le fonctionnement de la vie de tous les jours, sur le fonctionnement de l'organisme. Les femmes ont 4 années d'espérance de vie supplémentaire, mais comme vous pouvez le voir ici, finalement, ces 4 années d'espérance de vie supplémentaire se passent presque totalement avec des limitations fonctionnelles, physiques ou sensorielles, avec des gènes dans les activités en général, et pour moitié, elles se passent 2 années de plus avec des difficultés très sévères, c'est des difficultés pour les activités de soins personnels. On s'approche là vraiment du concept de dépendance des personnes âgées. Donc, les hommes vivent moins longtemps, mais finalement, ils passent parfois même autant d'années que les femmes en bonne santé, et les années supplémentaires des femmes sont en mauvaise santé, ici en incapacité. Ça marche aussi avec les maladies. Quand on fait déclarer aux hommes et aux femmes les maladies qu'ils ont, on trouve une prévalence plus forte en général pour les maladies. Mais est-ce qu'on peut appeler ça un paradoxe, ou on peut discuter aussi du fait que ce paradoxe n'est que différence, et différence de l'état de santé des hommes et des femmes? Et en effet, depuis de nombreuses années, les études montrent qu'il s'avère que les femmes ont des maladies plus invalidantes que les hommes. Elles ont des maladies cognitives et des maladies ostéo-articulaires en plus grande prévalence. Les hommes ont des maladies certes invalidantes, mais des maladies très létales. Ainsi, une première explication de ce paradoxe, c'est que les femmes survivent à des maladies moins létales, mais invalidantes. Et on voit sur ce graphique, notamment, je me trompe à chaque fois du sens de la flèche. On voit par exemple ici que les maladies cardiaques sont plus prévalentes chez les hommes, alors que les maladies musculo-squelettiques sont très nombreuses et plus nombreuses chez les femmes, de même que les troubles anxio-dépressifs et autres maladies mentales. Donc, paradoxe ou différence d'état de santé. Si on se pose cette question, c'est aussi que quand on décompose les incapacités déclarées par les hommes et par les femmes, on se rend compte que les causes de ces incapacités sont aussi différentes selon le sexe. Et finalement, ces maladies ostéo-articulaires, qui sont plus nombreuses chez les hommes, on se rend compte qu'elles expliquent en grande partie les incapacités des femmes et les différences entre hommes et femmes. Et c'est le cas aussi des troubles anxio-dépressifs. Pour les hommes, les causes cardiovasculaires sont un peu plus fréquentes pour expliquer les incapacités que chez les femmes. Donc, il y a des différences entre femmes et hommes dans les maladies qui conduisent aux incapacités et qui expliquent en partie le fait qu'elles aient plus d'incapacités. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière ces maladies, il y a des facteurs d'exposition, et des facteurs d'exposition notamment sociaux auxquels on s'est intéressé. Alors, quels sont les facteurs sociaux qui peuvent expliquer les différences en termes d'exposition à ces différentes maladies? On en a parlé ce matin. En général, on appelle la différence d'espérance de vie sans incapacité entre hommes et femmes un paradoxe, parce que, comme les hommes meurent plus, dont on sait en plus qu'ils ont beaucoup plus de pratiques à risque, d'exposition au risque au travail, et qu'ils ont tendance à moins déclarer des problèmes de santé, on s'attend effectivement à ce qu'ils soient en moins bonne santé que les femmes. Mais comme il a été beaucoup dit ce matin aussi, les choses évoluent. Les pratiques à risque sont plus fréquentes aujourd'hui chez les femmes. Les expositions au risque au travail toucheraient plus les hommes que les femmes, ça reste à démontrer. Quant aux différences physiologiques, je ne reviendrai pas. Effectivement, il y a plus d'ostéoporose chez les femmes, mais on a vu que les choses n'étaient pas aussi simples que ça. Et de même, les femmes sont plus proches de la santé. Ça provoquerait chez elles un effet de surdéclaration de leurs problèmes de santé. Là aussi, des études commencent à se pencher sur ces problèmes d'appréciation et de déclaration. Et les résultats ne sont pas si évidents que ça. Donc, on l'a dit aussi ce matin,
On peut aussi aller regarder vers une autre explication plausible, c'est que les expositions féminines sont, au moins dans les statistiques publiques, beaucoup moins visibles que les expositions masculines. D'abord, certainement, on les mesure moins. On s'intéresse peut-être moins à des facteurs qui provoquent des troubles de santé chez les femmes. Il y aurait donc une sous-estimation des expositions, notamment professionnelles. Il y a une sous-estimation aussi parce qu'on est rarement en termes de durée d'exposition sur les parcours de vie. Pour le travail, on s'intéresse rarement aux femmes qui sont inactives. Les enquêtes portent sur les personnes au travail à un moment donné. Donc on oublie toutes ces femmes qui sortent ponctuellement de l'activité professionnelle et qui auront aussi des expositions tout au long de leur vie. Et puis on prend rarement en compte les situations sociales en général, et c'est surtout ce point que je vais développer. L'approche démographique est intéressante parce que l'état de santé de la population et la structure de la population dépendent des dynamiques de mortalité, de fécondité, et on se rend compte qu'au fur et à mesure que l'espérance de vie s'est allongée, il y a eu parallèlement des modifications des temps de vie, des âges de la vie, une modification des comportements démographiques, mais des comportements sociaux également, et une diversification massive des parcours de vie au fil des générations. Et on revient là à l'approche d'épidémiologie sociale, de life course épidémiologie, où on va s'intéresser aux facteurs tout au long des parcours de vie. Et si on réfléchit au temps de vie, effectivement, au cours des différentes générations, ont beaucoup changé les temps de scolarité et d'études, les temps de cohabitation avec les parents, de décohabitation, de mise en couple, les parcours conjugaux avec des mises en couple, des ruptures, l'entrée en activité, l'entrée en parentalité, et je n'oublierai pas, en m'intéressant au vieillissement, les fins de vie professionnelles, les temps de retraite qui ont aussi beaucoup changé, l'entrée en grande parentalité et le fait de devenir aidant de son conjoint et de ses parents. Donc, si je me positionne maintenant sur les parcours professionnels pour vous montrer quelques exemples de résultats, vous savez tous qu'il y a une inégalité patente entre femmes et hommes en matière de traitement, qu'on parle de salaire ici ou de chances de promotion. Une partie de ces différences est liée à la segmentation sectorielle et la ségrégation verticale, c'est-à-dire les femmes sont plus souvent que les hommes dans des filières moins payantes et elles sont plus souvent que les hommes dans des grades les moins qualifiés, avec le plafond de verre dont vous avez entendu parler. Elles ont moins de promotion. Et elles se retrouvent avec des expositions délétères dans les métiers des femmes qui ont pendant longtemps été sous-estimées, parce que les femmes n'ont pas des expositions délétères massives dans leurs métiers, dans les métiers plus féminins. Mais une étude de la DARES, de Nicole Guignon, dès 2008, montrait ici des expositions au job strain, c'est-à-dire la mise sous pression au travail, qui sont systématiquement plus élevées chez les femmes, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. Et c'est la même chose pour l'exposition à des troubles musculo-squelettiques, là encore avec une prévalence plus forte chez les femmes, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. On trouve par ailleurs des inégalités sociales plus marquées chez les femmes que chez les hommes en matière d'exposition. Oulala, là, ça urge. Les trajectoires féminines sont sensibles aux événements familiaux. Juste un exemple ici, c'est les trajectoires des femmes et des hommes après une naissance, quelques mois après la naissance. On ne parle pas du congé maternité ici. C'est bien connu, les études ont montré avoir un enfant, ça booste la carrière du papa et ça ralentit la carrière de la maman. Et pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que finalement, les carrières des femmes commencent moins qualifiées que celles des hommes. Elles sont plus souvent des carrières de déclassement ou de stagnation. Elles sont plus souvent interrompues par de l'inactivité ou du chômage. Et les femmes, à une date donnée, sont plus souvent inactives ou au chômage que les hommes. Or, toutes ces trajectoires de santé s'accompagnent d'un surrisque de mauvaise santé, qu'elle soit physique ou mentale, pour les hommes comme pour les femmes. Donc les femmes ne sont pas protégées par ces périodes d'interruption de leur carrière. Je vais aller vite parce que j'avais plein de choses à vous dire et que celle-ci me paraît importante. Ce qu'on montre donc, c'est que les activités des femmes sont très spécialisées et celles des hommes sont très spécialisées au sein des couples. Les hommes travaillent et ramènent les revenus du foyer. Les femmes travaillent aussi, mais il s'avère qu'elles gèrent aussi le domicile. Donc c'est une étude qui date un peu, mais malheureusement les résultats les plus récents ne sont pas très réjouissants. Donc en fait, sur une journée de travail, dans un couple biactif, hommes et femmes travaillent,
Les femmes consacrent 1 heure de moins au travail que leur conjoint, mais elles consacrent 2 heures de plus au ménage et aux soins des membres de la famille, et même quand on se concentre sur les générations les plus jeunes. Quand on regarde l'aide aux plus âgés, donc la problématique des aidants, on voit que les femmes sont plus souvent aidantes que les hommes, un petit peu plus quand on prend l'ensemble, mais si vous regardez ici, dès que les tâches deviennent très lourdes et très complexes, on arrive à un taux de 75% de femmes aidantes auprès de ces proches qui ont besoin de beaucoup d'aide. Donc les femmes sont plus exposées au travail et ailleurs, et ce graphique, ça m'a beaucoup amusé de le faire. En fait, je suis allée regarder les conditions de travail, les expositions délétères pour des métiers qui correspondent à des tâches domestiques. Donc infirmière pour celles qui aident leurs parents et leurs proches, aide ménagère, aide à domicile, aide soignante, voilà, des métiers de femmes et des activités qu'elles font au domicile. Et toutes ces activités exposent à des problèmes de santé. Donc les femmes qui travaillent dans ces catégories, puis qui rentrent chez elles et font ces tâches-là, sont aussi exposées à de la manutention de charges lourdes, à un public hostile, quand on demande à ces ados d'aller ranger leur chambre, par exemple, à des moyens inadaptés. Elles travaillent le dimanche et elles sont en contact avec des produits chimiques, etc. Donc, pour vous dire que les expositions sont inégales et que si on ne considère pas le ailleurs, on loupe une partie de la problématique. Je vais sauter cette slide-là. Pour vous montrer aussi qu'en démographie, on montre que les parcours familiaux sont différents chez les hommes et chez les femmes. Les femmes, à différents âges de la vie, se retrouvent plus souvent que les hommes à vivre seules, non en couple, et notamment seules avec des enfants. Or, on sait que ces situations s'accompagnent de mal-être pour les deux sexes, on avait regardé dans cette étude, et qu'elles sont bien plus présentes chez les femmes que chez les hommes. Donc, cette rencontre de situations délétères plus fréquentes chez les hommes explique en partie le désavantage des femmes en matière de santé. Une petite étude un peu déprimante aussi, on a regardé quelle était l'explication des liens entre rupture d'union et santé. Et si on réfléchit à cette spécialisation chez les femmes et les hommes dans les activités du travail, les tâches domestiques, on voit bien qu'il y a des tâches rémunérées et pas rémunérées. Au sein des couples, les femmes ne sont pas celles qui rapportent le plus de revenus. Et donc, quand il y a une séparation, bien, il y a une baisse de revenus individuels des femmes, une baisse du niveau de vie. C'est ce qu'on a montré dans une étude où vous voyez ici les barres vertes chez les couples avant séparation. Excusez-moi. Ici, chez toutes les personnes en couple au départ. Et puis là, c'est chez les personnes qui se sont séparées, chez les femmes et chez les hommes. Et en vert, c'est la probabilité d'avoir eu une baisse de revenus personnels entre les deux dates. Donc il y a effectivement un problème de déséquilibre dans le niveau de vie et dans les conditions de vie des hommes et des femmes qui va faire que ça participe notamment au risque que la séparation entraîne des problèmes de santé. On a montré dans cette étude que 19% de ce surrisque de dépression chez les séparés, chez les femmes, était associé à une perte de niveau de vie qui rend la vie un peu plus compliquée. Je continue à sauter rapidement. Pour vous dire que donc on peut se demander si c'est un paradoxe ou des différences de santé entre hommes et femmes, mais quand on réfléchit à ce que ces situations et ces parcours sociaux, professionnels et familiaux sont très différents en moyenne chez les hommes et chez les femmes, en moyenne bien sûr, qu'ils sont liés à une spécialisation genrée des activités qui persistent dans nos sociétés et qui partagent inégalement la répartition entre des activités rémunérées et non rémunérées. Il y a des configurations délétères plus fréquentes dans la population féminine. Dès lors, on peut se dire que ces différences peuvent se lire comme des inégalités sociales, puisqu'elles relèvent de l'organisation sociale genrée dans la population et qui se traduit donc par d'inégales expositions au risque de santé. Quel levier? Une prise de conscience collective. Je m'excuse, je vais prendre un peu de temps, mais on le sait, la dépendance des personnes âgées, c'est une affaire de femmes, c'est elles qui sont plus dépendantes, elles sont plus en maison de retraite et elles aident plus les hommes. Et on a dit tout à l'heure que les maisons de retraite étaient
des maisons de retraite où il y avait beaucoup de femmes. Alors juste un petit dessin, mais qui a rapport avec une autre partie de mes recherches. Vous voyez ici cet homme qui dit « Tu es nouveau dans cette maison de retraite ?» et l'autre lui répond « Oui, je viens d'être embauché en tant qu'aide-soignant. » Donc ça, c'est repoussons l'âge de la retraite. Mais si vous remarquerez bien dans le visuel collectif, on est dans une maison de retraite et là, sur le dessin, il n'y a que des hommes. C'est des hommes qui sont institutionnalisés. C'est même les hommes qui sont aides-soignants. Donc ça m'a amusée. Juste, on essaie maintenant de comprendre les chemins d'exposition qui conduisent en fait des parcours de vie à l'interaction avec la biologie. On en a beaucoup parlé aujourd'hui et c'est ce qu'on aimerait pouvoir continuer à faire pour regarder comment tout ça se traduit en termes d'inégalité face à la maladie et à l'incapacité. Et ma dernière slide pour vous dire qu'il y a des programmes effectivement au niveau européen, un programme qui s'appelait SOPHIE, je crois, et qui regardait les différences d'organisation politique, de politique publique qui promouvaient l'équité entre hommes et femmes. Et c'est vrai que c'est un levier assez intéressant au-delà du levier individuel sur l'équité dans les salaires, l'équité dans les carrières. J'en termine en disant qu'il y a des différences dans les parcours, les diplômes, les revenus, mais aussi dans les contextes de vie. Ça distingue les hommes, ça distingue les femmes, et puis ça distingue les hommes et les femmes. Et que là, on peut se dire qu'il y a beaucoup à faire pour expliquer ce soi-disant paradoxe qui, en fait, relève de parcours très différents.